La jalousie n'a rien à voir avec l'amour, puisque l'amour est inconditionnel, il est confiant et il est libre. Donc l'amour n'est absolument pas jaloux. L'amour ne manque pas, l'amour n'attend pas, et l'amour ne jalouse pas, et l'amour ne possède pas. Hmm. L'ego Est-ce- qui possède. Salut à tous, alors bienvenue au Café Change, le podcast où l'on s'exprime sur les thématiques relationnelles, affectives et sociétales. On s'intéresse à l'ensemble des relations que nous vivons dans notre expérience de vie et bien évidemment la relation la plus importante, celle avec soi-même. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Lucie Mariotti. Alors, Lucie, est-ce que tu peux bien te présenter? Alors moi, je suis donc Lucie, comme tu l'as dit, et je suis love coach, mais je suis surtout donc une femme de 42 ans qui est l'heureuse et gaga maman d'un petit garçon qui s'appelle Axel, euh, Bravo. qui aura 9 ans en septembre. C'est un petit gars extraordinaire et je dis pas ça parce que je suis sa maman, quoique je crois pas qu'on puisse être objectif en tant que maman. Et j'ai choisi de travailler dans une mission de vie qui était plus qu'importante pour moi, qui était vitale, parce que je crois que j'ai la chance de faire ce que je suis et d'être ce que je fais. Hmm. Ma mission de vie, c'est l'amour. Et je le dis vraiment sans naïveté ou sans être un bisounours. Je pense que l'amour est une énergie vitale qui fait tourner littéralement la planète en plus des têtes et des cœurs. Mhm. Alors ça, c'est super intéressant parce que tu le dis sans forcément rentrer dans le bisounoursland. C'est vrai que lorsqu'on parle d'amour, aujourd'hui, on a l'impression que ouais, on va parler de machin, c'est gaga, c'est guimauve, c'est frivole. Alors qu'en fait, peut-être que c'est le truc le plus important dès lors que l'on est petit jusqu'à plus tard. Et ça peut être gaga et frivole et guimauve ou bisounours d'ailleurs. Et c'est OK d'ailleurs, parce que c'est pas péjoratif que ça le soit. Mhm. J'ai simplement précisé que je le disais sans naïveté parce qu'il y a des gens pour qui justement c'est péjoratif. L'amour, c'est quelque chose de gnangnan. Et je pense que quand on pense comme ça, c'est parce que on n'a peut-être pas encore contacté justement le véritable amour, soit celui de soi-même, soit celui de la capacité à en donner et à en recevoir. Mhm. Parce que être gnangnan en amour, c'est tout sauf péjoratif et honteux et ridicule ou ringard. C'est quelque chose finalement après lequel, quand on y a goûté ou quand on a le courage de s'y abandonner, on ne veut pas lâcher. Qu'est-ce que c'est agréable d'avoir les papillons dans le ventre, de sourire béatement et bêtement, de passer son temps à regarder son téléphone, de se demander ce qu'il ou elle pense, de réinterpréter 52 fois les SMS et de les faire lire à ses copains ou ses copines pour essayer de les comprendre. Finalement, le gnangnan de l'amour, ça fait partie de la beauté justement de l'amour. Mhm. Et en effet, je pense la chose la plus importante au monde, et je crois que le mot important, c'est un euphémisme. Je pense que la vie est amour et que l'amour est même la source de la vie. Vraiment, c'est ma croyance et ma foi personnelle. Mhm. De la vie de manière générale ou de la vie humaine ou, La vie de manière générale. D'accord, ok, Ouais, top. Ah, ouais. ça fait Je crois que de la même manière qu'on peut croire en un dieu ou des dieux, parce qu'il y a des Mhm. religions monothéistes et d'autres polythéistes, de la même manière qu'on peut ne pas croire. D'ailleurs, et ça me fait toujours rire parce que les gens qui disent moi je ne crois pas, ben, ce sont des croyants aussi, parce qu'en ne croyant pas, on croit qu'il ne faut pas, qu'il n'y a rien à croire. D'accord, c'est C'est une vrai. croyance aussi dans l'absolu. Moi, je crois en l'amour. Ok, donc en fait, ta religion à toi, c'est l'amour. Tu as foi en l'amour. C'est ça. Ok, super. Tu parlais tout à l'heure de l'amour véritable. Tu veux dire quoi par là et comment ou est-ce qu'on le reconnaît? Alors, l'amour véritable, je pense qu'on le reconnaît à quelque chose d'extrêmement simple. C'est la sensation de bien-être. Alors, on peut reconnaître le fait d'être amoureux, le sentiment d'attachement par les papillons dans le ventre, par le manque, par le fait d'attendre en effet les SMS, tout ce genre de choses. Mais l'amour le grand, comme on en parle un peu dans les films ou dans les contes Ouais. de fées, ou comme j'en parle dans mon livre sur l'amour, c'est vraiment l'amour qui révèle de toi le meilleur, le plus beau, le plus grand et le plus heureux. C'est-à-dire Mhm. une version de toi optimisée par ce sentiment que tu reçois, évidemment, parce qu'on pense souvent à l'amour que l'on va recevoir dans une relation amoureuse, mais par l'amour que tu vas toi-même diffuser également envers l'autre, vers l'autre, mais que tu vas rayonner aussi tout autour de toi. Donc, c'est cet amour dans lequel tu baignes finalement, dans ce cycle amoureux de perfection, que tu vas pouvoir illuminer ta personne, l'autre personne, le monde qui t'entoure, et que tu vas être dans une version de toi presque parfaite
pas au sens raisonnable et mental du terme, mais parfaite dans le sens de tu es complètement aligné et que tu es complètement juste avec qui tu es et ce que tu es au moment où tu le vis. Tu vois, cet état presque méditatif de bien-être où tu as l'impression que tout est exactement à sa place. Pour moi, c'est comme ça qu'on peut reconnaître le véritable amour, quand on sent que les choses sont parfaitement alignées, dans un état de bien-être, de bonheur, et je dis bien de bonheur, pas de joie, c'est pas la même chose, et de sérénité et de paix. Alors, évidemment, cette sensation, elle ne dure pas tout au long de la relation amoureuse, et ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'est plus amoureux ou qu'on n'est plus amoureuse, parce qu'on peut aimer quelqu'un ou quelqu'une toute sa vie, mais on ne peut pas aimer tout le temps. En tout cas, on ne peut pas connecter cet amour et cet état d'amour tout le temps. Mais quand on a rencontré le véritable amour, ça peut durer en effet toute une vie, comme ça peut durer d'ailleurs 3 semaines. Il n'y a pas de durée au véritable amour. Mais qu'est-ce qui fait finalement que ça ne dure pas? Parce que si c'est aussi génial. Parce que l'amour ne suffit pas. Ce serait d'ailleurs une bonne ou une mauvaise chose, je n'ai pas à en juger, j'ai envie de te dire que l'amour ne suffise pas, mais en tout cas, la réalité, c'est que l'amour ne suffit pas. Ce qu'il faut en plus de l'état d'amour, c'est la qualité d'amour, c'est-à-dire être capable de vivre une relation dans laquelle il y a de l'amour et dans laquelle cet amour s'exprime de manière fonctionnelle. Alors, on va parler de manière très, pour le coup, très mentale et très raisonnable et raisonnée. Et tu peux très bien aimer quelqu'un qui t'aime et vous pouvez très bien être malheureux ensemble parce que des choses du passé n'ont pas été réglées, par exemple. Des vieux démons viennent gratter à la porte et que la personne avec laquelle tu te mets souffre maladivement de jalousie et que ça vient gâcher cette histoire. Ça ne vient pas entacher l'amour, mais ça vient entacher l'entente et le quotidien, donc la qualité d'amour que tu vis, donc la qualité relationnelle. Et tu as beau aimer quelqu'un de tout ton cœur et tu as beau te sentir aimé de tout ton cœur, à un moment donné, cet état d'amour, il est très fort, mais cet état, il peut être baissé et abîmé dans les deux sens du terme, dans le sens blessé et dans le sens descendu, par le fait que ce que tu vis avec cette personne, c'est délétère, c'est malsain, c'est déséquilibrant, c'est énergivore, chronophage, oppressant, etc., etc. Donc, tu vois, il faut et l'amour et la qualité d'amour pour que ça dure. Et puis surtout, un troisième ingrédient, l'envie. C'est-à-dire que si tu n'as pas envie que ça dure, si tu ne fais pas en sorte que ça dure, ça ne dure pas. L'amour, c'est une discipline et c'est aussi une gymnastique comme l'hygiène de vie, comme le sport, comme le travail, comme tout un tas de choses. Tu nous as parlé de la jalousie comme quelque chose de négatif. Il y a beaucoup de gens que je rencontre au quotidien qui considèrent ça comme étant une preuve d'amour. Comment est-ce que toi, tu l'interprètes, ce sentiment? Je rencontre beaucoup de personnes encore aussi aujourd'hui qui pensent que c'est une preuve d'amour. Et moi-même, alors qu'il suis avec un homme qui n'était absolument pas jaloux du tout, de temps en temps, la version égotique de moi lui dit c'est chiant quand même que tu ne sois pas un peu jaloux. Parce que la version biaisée et faussée de moi, donc la version de l'ego, c'est-à-dire la représentation que je me fais de moi dans le monde et dans la société dans laquelle je vis, croit que la jalousie est une preuve d'attachement, enfin, est une preuve d'amour, alors que c'est une preuve d'attachement et non pas une preuve d'amour. C'est une preuve de possessivité et de manque de confiance. C'est tout. Alors, les gens confondent très souvent amour et attachement, et j'ai fait justement une petite vidéo sur mon Instagram il n'y a pas longtemps sur ça, la différence entre l'amour et l'attachement. Donc, je ne vais pas revenir dessus, mais la jalousie n'a rien à voir avec l'amour, puisque l'amour est inconditionnel, il est confiant et il est libre. Donc, l'amour n'est absolument pas jaloux. L'amour ne manque pas, l'amour n'attend pas, et l'amour ne jalouse pas, et l'amour ne possède pas. L'ego qui possède. Est-ce qu'on peut passer, justement, peut-être par ego, est-ce qu'on peut passer d'une relation où on est en plein véritable amour, on est vraiment dans l'amour vrai, à une relation qui est nocive, voire toxique? Oui. Oui. Ou alors, on peut avoir cru qu'on était aimé, parce que parfois, si tu parles de la perversion narcissique, dont on parle beaucoup depuis maintenant une petite dizaine d'années, on peut avoir cru parce que ces personnes-là sont très manipulatrices et sont très charismatiques et très fines psychologues et très sensibles, très intelligentes en tout cas, sont capables de te faire croire que tu es la 8e merveille du monde, donc tu penses que tu es aimé, et ce n'est pas de l'amour. C'est de la pure manipulation, c'est de la pure prédation. C'est de la pure prédation, parce que tu es la proie de quelqu'un qui va t'utiliser à mauvais escient à son profit.
Et ça, au final, quand les masques tombent, c'est-à-dire quand le temps passe, parce que les masques tombent toujours, tu croyais être de l'amour, devient de la violence. Enfin, se révèle être de la violence. Ça, c'est tout à fait possible, en effet. Mais ce n'était pas de l'amour au départ. Ça peut pas. C'est-à-dire que s'il y a eu un véritable amour au départ, je ne vois pas comment ça peut devenir violent d'un seul coup s'il n'y a pas de déclencheur particulier, soit dans le couple, soit chez l'un ou l'autre des protagonistes. J'ai n'importe quoi, tu rencontres une femme ou un homme très très bien, bien dans sa peau, capable véritablement du véritable amour, mais cette personne un jour perd son papa, qui était une représentation familiale et sociale très importante pour lui ou pour elle, et ça détruit quelque chose chez elle qui était déjà fragile, dont elle ne s'était pas rendue compte, et ça vient complètement déstabiliser ses repères, son socle, etc., etc. Et à ce moment-là, cette personne n'arrive pas à rester dans la lumière, elle contacte sa part sombre, comme on en a tous et toutes. Et en contactant sa part sombre, elle n'est plus capable d'être au contact suffisamment de l'amour, donc de sa lumière, et donc elle peut être capable de violence à son encontre. Et très souvent, quand on est capable de violence à son encontre, on l'est à l'encontre des autres. En termes de prévention, justement, c'est quels signes qui nous font à peu près dire que là, c'est en train de partir en vrille et de basculer vers quelque chose de nocif, par exemple? Je te remercie beaucoup pour cette question. Je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour cette question. C'est une question que je n'ai jamais pensé, tu vois, à me poser pour y répondre à soit à ma communauté, soit à mes clientes. Et en fait, poser comme ça, c'est magnifique parce que tu vois, il y aura un inventaire un peu, alors je ne serai peut-être pas exhaustive, mais en tout cas, les alertes vraiment à côté desquelles il ne faut pas passer. Alors, la première alerte, c'est quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Surtout, tu vois, on parlait de toi, ta passion, ce que tu fais dans tes podcasts et dans tes vidéos, c'est les relations. Et il y a bien un domaine dans lequel, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, c'est le domaine relationnel. Si tu commences à avoir des doutes, disant c'est bizarre, la manière dont je me sens, la manière dont je le sens, je sens un truc, etc. Il n'y a pas de doute. Il faut faire confiance à son intuition. Alors, il faut faire attention aussi à faire la différence et avoir assez de discernement pour faire la différence entre son intuition, qui nous envoie en effet un doute, et ses peurs liées à son passé, à la mémoire du passé, qui viennent derrière parce qu'il y a des traumatismes, te titiller alors que, bon, voilà. Il faudrait 1 heure et demie rien que pour parler de ça. Je pense que tu vois l'idée, je pense que les gens qui nous écoutent également. Donc, quand il y a un doute, déjà, il n'y a pas de doute. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut se mettre un peu sur le qui-vive et en position de discernement, c'est-à-dire prendre un peu de recul et plus être dans l'automatisme du quotidien et de la relation et se dire, OK, je me place un peu en observateur, pas de manière péjorative, ça ne veut pas dire que j'attends l'autre au tournant. Simplement, je me place un peu en observateur et je me dis, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je peux observer et qu'est-ce que ça génère comme sensation chez moi. La deuxième alerte, la plus importante à mon sens, c'est la sensation de bien-être. Tu vois, je te parlais tout à l'heure de comment reconnaître l'amour véritable. On est dans une relation qui fonctionne, c'est-à-dire qu'il y a de l'amour véritable et qu'il y a une qualité d'amour, tu ressens du bien-être. Bon, évidemment, encore une fois, pas dans un truc idéalisé où tu flottes en permanence ou avec une auréole sur un nuage. On est d'accord que tu ressens un bien-être global, général, avec un pourcentage largement supérieur à la moyenne, de manière quasi quotidienne. Ça n'empêche pas les hauts et les bas, ça n'empêche pas les écueils, les disputes, etc. Eh bien, à un moment donné, si tu sens que ce niveau de bien-être, il descend, tu vas logiquement te poser la question de pourquoi. Et tu fais un peu l'inventaire des domaines de ta vie. Est-ce que c'est le boulot? Est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est personnel? Est-ce que c'est familial? Est-ce que c'est physique? Ou est-ce que c'est ma relation amoureuse? Est-ce que l'autre n'est pas en train d'avoir un comportement, des propos, des attitudes ou des gestes vis-à-vis de moi qui seraient en train de faire baisser mon niveau de bien-être? Et si oui, comment et pourquoi? Ça, c'est la deuxième alerte. En fait, typiquement, si on en revient à la personne perverse narcissique, homme ou femme, parce qu'il y a des femmes aussi perverses narcissiques, on en parle moins, mais il y en a beaucoup. Cette personne qui t'a beaucoup encensé, ou tu es devenu le centre de son monde, qui d'un seul coup se met à te dire que tu vois quand même beaucoup ta copine Marie,
et qu'il aimerait bien quand même que tu la vois moins. Et puis bon, ta mère quand même, elle est un peu chiante, à t'appeler tous les jours. C'est quand même bizarre d'avoir une relation comme ça avec sa mère, qu'elle t'appelle tous les jours. Franchement, t'as 30 ans, c'est ridicule. D'ailleurs, ta façon de t'habiller aussi, c'est un peu ridicule. T'as 30 ans, tu voudrais pas mettre des tenues un peu plus adultes parce que moi, quand tu vois, je sors avec les collègues du bureau et que tu me rejoins, je suis un peu gênée. Tu vois? Des trucs comme ça, un peu insidieux. Mais je le fais pour toi, tu sais, hein, c'est parce que je t'aime, ma chérie, t'es la plus belle, t'es ce que j'ai de plus précieux au monde. Je te le dis pour toi, hein. Je te le dis pour toi. D'ailleurs, ce serait bien que tu m'accompagnes quand je fais du footing parce que bon, c'est vrai que quand on s'est rencontrés, ça me dérangeait pas, t'es bourrelé, mais je pense que tu pourrais être une version meilleure de toi-même. Ouais. Et j'ai envie de t'encourager dans ton potentiel. Je voudrais que tu sois la meilleure version de toi-même. Tu vois, ce genre de truc, Complètement. c'est hyper vicieux. Parce que cette personne, jusqu'à maintenant, elle t'a traité comme une reine. Donc déjà, toi, tu surfes sur l'inertie, sur la latence de j'ai été traité comme une reine, donc tu as beaucoup de mal, ton cerveau, il se dit qu'il bug, il comprend pas. Tu vois, il reste sur le passé, il se dit c'est pas possible, c'est moi qui dois mal interpréter. Et en plus, comme cette personne, elle joue sur les deux tableaux, c'est-à-dire, bam, je te balance un scud, mais je te mets en sandwich parce que je te le fais soi-disant pour ton bien, t'es complètement déstabilisé, quoi. C'est la douche écossaise. C'est ça, c'est claque, caresse, claque, caresse. C'est exactement ça. D'un côté, il te caresse la joue, de l'autre, il t'en fouille. Donc voilà, ça, l'alerte de la baisse du bien-être, pardon, elle est très, très, très importante. La troisième alerte que je voudrais mettre en place, c'est l'entourage. C'est si ton entourage te dit que tu as changé. C'est-à-dire que, par exemple, et moi, j'invite les gens à avoir des relations amicales, des relations tout court d'ailleurs, et relations familiales proches ou moins proches, des relations où on invite à la transparence dans une forme douce et bienveillante, évidemment. Hein. On pourrait très bien dire à une amie qu'elle a changé et que ce soit un peu négatif, et on peut très bien le dire gentiment avec beaucoup d'amour et de manière constructive. Mais j'invite les gens à inviter leur entourage à avoir ce genre de relation avec eux parce que ça permettra à cet entourage de dire, tu sais, depuis que tu es avec ce garçon ou depuis que tu es avec cette femme, j'ai remarqué que ça avait changé, donc il faut être très factuel. Je veux juste en parler parce que moi, je t'aime et je voulais savoir si c'était OK pour toi ou si c'était pas OK pour toi. Et juste faire prendre conscience. Et si votre entourage a cette capacité, c'est même pas de la franchise, c'est de l'amour, hein, de dire les choses pour votre bien. J'ai remarqué que ton mec ou ta nana, la manière dont il ou elle te parle, c'est quand même bizarre. Sa conduite l'autre jour, ce qu'elle t'a dit, c'est pas normal. Ou tu vois, le geste qu'il a eu à mon encontre, c'est tendancieux ou c'est ambigu. Ou tu as remarqué la manière dont il s'adresse aux autres et quand il est tout seul, il n'a pas le même regard, c'est bizarre, etc., etc. L'entourage, c'est une vraie belle alerte parce que eux ne sont pas dans l'affect avec ton homme ou ta femme. Eux, ils ont le recul nécessaire, ils ont la distance. Donc, ça peut être une vraie belle alerte. Et je m'arrêterai là sur les alertes. Je pense qu'avec ça, on a déjà un bon trio. C'est vrai qu'on a un sacré panel. Mais pour le dernier point, justement, sur l'entourage, est-ce qu'il n'est pas aussi influencé par lui-même, sa projection qu'il a de nous, ce qu'il aimerait que, par exemple, on reste, ou peut-être qu'il nous voit changer depuis qu'on est avec cette personne-là, et du coup, ça lui fait peur et il peut réagir justement en faisant comme si il alertait. C'est tout à fait possible et c'est pour ça que c'est à nous de faire le tri justement et de se dire est-ce que ça, ce que me partage mon ami, mon collègue, ma sœur, peu importe, ça résonne vrai et juste en moi ou est-ce que c'est quelque chose qui lui appartient et qui n'est donc pas à moi? Parce que moi, je dis toujours, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Je vois par exemple notamment beaucoup de situations de relations de couple où l'un ou l'autre des protagonistes trompe, par exemple, et où les copains ou les copines crient au scandale en disant mais il faut que tu le quittes, c'est inacceptable, tu peux pas lui laisser une seconde chance. Et en fait, très souvent ces personnes-là, je dis pas tout le temps, mais très souvent ces personnes-là, elles te disent ça parce que elles en rêvent d'arriver à faire un truc comme ça, elles n'en sont pas capables. Par procuration à travers toi, il y a une forme d'aventure et d'expérience qu'elles ne sont pas capables d'accomplir elles-mêmes. Il y a le côté excitant du drame. Donc les conseillers ne sont pas les payeurs. Donc c'est pour ça que demander l'avis de son entourage et écouter son entourage, oui, le filtrer aussi. Mais d'ailleurs, par rapport à l'infidélité dans un couple qui justement se voit faire face à ce genre de problématique-là, qu'est-ce que toi, tu leur conseillerais? Alors déjà, il faut remettre en perspective ce qu'est l'infidélité. Parce que moi, c'est un sujet dont je parle beaucoup et dont je parlerai, je pense, de plus en plus. L'infidélité, c'est quand on a trahi la confiance de l'autre, donc on a trahi le contrat et le cadre relationnel de base. Le cadre relationnel de base,
Si nous sommes dans une relation exclusive et par exclusivité, on entend ça, par exemple, je ne sais pas, la fidélité pour nous, c'est qu'on ne peut pas flirter, évidemment, on ne peut pas avoir une aventure, même sexuelle, encore moins amoureuse. Un regard, c'est une infidélité. Revoir ses ex, c'est une infidélité, etc. Chacun met son contrat et son cadre relationnel où il veut. On est d'accord? Le curseur, il part de 0, il va à 100 ou à 1 milliard. Ouais, Tu fais ce que tu veux, évidemment, chaque relation étant unique, tu fais ce que tu veux de ta relation et tu crées ton cadre inédit et unique en fonction de la personne avec laquelle tu es, en fonction de l'époque de ta vie où tu en es et en fonction de ton état d'esprit et de ta philosophie de vie. Tout comme ça peut être ton cadre, eh ben nous, on n'est pas exclusif, donc on peut coucher ailleurs. Ou carrément, on n'est pas exclusif, on peut coucher ailleurs et aimer ailleurs. Ou au contraire, nous, on est fidèles, mais les flirts, c'est OK, on peut rester amis avec les ex, c'est OK, on peut regarder les autres, c'est OK. Par contre, on n'a pas le droit d'embrasser ou de tomber amoureux. Enfin, tu vois, tout ça, c'est des exemples de possibilités. Il y en a 1000 autres, évidemment, parce qu'il y a des nuances au milieu de tout ça. Donc déjà, il faut redéfinir la fidélité, donc l'infidélité. L'infidélité, c'est trahir ça, c'est-à-dire aller à l'encontre de la confiance que nous porte l'autre vis-à-vis du contrat relationnel qu'on a passé au début et à la base de notre relation. Alors, comme toute erreur, comme tout coup de canif au contrat, comme toute transverse, comme tout faux pas, ça n'est qu'une question d'envie et de motivation que de pardonner. Il n'y a aucune obligation. Il faut en avoir envie à la base, ce qui d'ailleurs est la base de toute entreprise dans la vie. Ce qu'on entreprend, c'est-à-dire je suis motivé, j'en ai envie. Si tu n'as pas envie de pardonner ton mec ou ta nana parce qu'il ou elle t'a trompé, au revoir. Personne ne peut penser à ta place ou savoir mieux que toi ce qui est juste pour toi. Si tu penses que ça ne sert à rien parce que tu n'arriveras pas à pardonner ou à refaire confiance, ciao, c'est dommage, mais c'est comme ça. Tu vas peut-être te dire que c'est dommage parce que tu l'aimais, cette personne, mais qu'est-ce que ce serait ta relation si tu te connais et que tu sais que ça ne pourra plus jamais fonctionner, autant partir. Parce que l'amour ne suffit pas, il faut la qualité de la relation, on en revient toujours à ce point. Bien sûr. Et tout le contraire est également possible. Ton conjoint ou ta conjointe te trompe et tu as envie de lui pardonner déjà pour une raison essentielle, c'est que l'autre te demande pardon et regrette. C'est-à-dire qu'il accessoirement, les gens, la première question que je leur pose en général, c'est est-ce qu'il ou elle a demandé pardon? Et ça surprend les gens. Bah oui, c'est très difficile de pardonner. Alors, on peut pardonner pour soi, évidemment, on ne va pas faire un blabla sur le pardon, mais c'est très difficile de pardonner quelqu'un qui ne demande pas pardon, qui ne regrette pas son erreur. Tu vois, qui n'a aucun remords et qui serait capable donc de recommencer et qui dit je ne vais pas trop demander pardon parce que je sais que dans 6 mois, je vais peut-être refaire le même coup. Si encore la personne a l'honnêteté de se regarder en face et de savoir que dans 6 mois, elle refera le même coup. Mais si la personne demande pardon, si c'est une véritable erreur, s'il y a de vrais regrets et que la motivation est argumentée pour revenir et que tu sais que c'est vraiment un coup de canif au contrat unique et que ça fait 10 ans que tu es avec elle et que tu as envie de pardonner, pardonne. Aucun souci. Encore une fois, tout est possible. Il y a autant de relations, autant de possibilités de relations qu'il y a de relations. Il y a autant de possibilités de réaction qu'il y a de protagonistes dans une relation de couple. Est-ce que pour toi, s'excuser et demander pardon, c'est la même chose? Alors, c'est pas pareil, parce que s'excuser, ça veut dire je regrette, je ne suis pas contente ou pas fière ou je me sens coupable. Et demander pardon, c'est je te demande à toi d'accepter que ce que j'ai fait, c'était pas OK, mais que tu es capable de passer au-delà. Voilà, il peut y avoir aussi une demande de laver sa conscience. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plusieurs formules et plusieurs états d'esprit et plusieurs intentions derrière le fait de s'excuser. D'ailleurs, on ne peut pas s'excuser soi-même. La personne serait censée dire « je te prie de bien vouloir m'excuser ». Exactement. Et est-ce que tu veux bien pardonner ma faute? Ce sont deux choses différentes. Et pour moi, lorsqu'on demande à l'autre de nous pardonner, on rentre dans le cadre d'un véritable dialogue en fait avec l'autre. Alors que lorsque on s'excuse, c'est plus quelque chose de ponctuel. C'est j'ai fait ça, je l'avoue, oui, je m'excuse. Et en plus, je m'excuse. Pour moi, il y a un pronom personnel je, et derrière, tu as une affiliation encore avec moi. Tu vois, donc je trouve ça en fait complètement différent. Tu as tout à fait raison, hein. C'est un monologue avec soi-même. C'est en fait, tu ne demandes pas ton avis, moi je m'excuse ma faute. Tu es contente, c'est pareil. Moi j'excuse ma faute. Exactement, on s'auto-juge et voilà. Mais
Tu parlais du cadre relationnel de base dans le contexte d'une relation amoureuse. Avant, ce cadre-là, il existait. Si jamais on se met à l'époque où le mariage battait son plein parce que c'était soit ça ou soit rien. Et aujourd'hui, justement, il est en déclin, même si tant on va se stabiliser à un certain pourcentage, mais il y a quand même beaucoup de gens qui ne se marient pas et qui, du coup, n'ont pas ce cadre-là. Et donc, en fait, ils rentrent dans le cadre d'une relation sans véritable cadre relationnel où ils prennent un véritable engagement sur certains principes. Les gens, ils savaient très bien pourquoi ils y allaient d'un point de vue positif, mais tu vois, la question du pour le meilleur et pour le pire, bah, souvent, ils ne sont pas OK tous les deux sur le pire, c'est quoi? C'est extrêmement juste. C'est hyper juste et j'avais jamais vu les choses comme ça. J'avais jamais vu les choses comme ça, ou alors peut-être par automatisme, mais jamais en l'analysant et en le réfléchissant. C'est-à-dire que moi, quand je parle du cadre relationnel et que je demande aux gens quel est leur cadre relationnel, moi, tu m'en aurais parlé, je souris sans me moquer, et je sais que toi aussi, parce que moi, tu m'en aurais parlé il y a 20 ans du cadre relationnel. Je te dis, je sais pas, quand Bien sûr, on est avec quelqu'un et on va faire sa vie avec lui, on va faire 3 enfants, on va se marier, quoi. Enfin, il n'y a pas de question. Enfin, pour moi, l'évidence était évidente pour tout le monde. Et en grandissant, en vieillissant, en maturant, en expérimentant et en faisant mon travail aussi, que je me suis dit que le cadre relationnel était évident. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas passer un entretien. Une des premières choses que tu vas demander quand ton temps de parole et ton temps de question sera à toi, c'est OK, c'est quoi le cadre de travail que vous me proposez? Le salaire, les horaires, le lieu, la mission et les collègues. Bah, c'est bizarre d'être complètement OK, de trouver ça complètement logique et normal dans le milieu de l'entreprise ou même dans le milieu de professionnel en général. Moi, j'ai un cadre professionnel, tu as un cadre professionnel aussi, même en tant qu'indépendant. Et on ne se pose absolument pas la question, comme si en effet, il n'y avait pas de questions à se poser. Alors qu'il y en a 1000 des questions à se poser. C'est clair. Qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Quelles sont tes limites? Qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas? Quelle est la frontière pour toi entre la fidélité et l'infidélité? Quelle est l'erreur que tu pourrais pardonner, celle que tu pourrais ne pas pardonner? Qu'est-ce que c'est pour toi que l'amour? Est-ce que tu veux des enfants? Est-ce que tu veux pas des enfants? Est-ce que tu veux vivre avec moi? Est-ce que tu veux pas vivre avec moi? Comment tu imagines notre vie sociale, amicale? Comment tu vois les vacances? Comment tu vois les projets? Quelle est ta religion? Comment tu veux élever les enfants? Dans quel genre de maison tu veux vivre? Enfin, tout ça. Question. En plus, accessoirement, pardon, mais je trouve que c'est un sujet passionnant. Bah oui, c'est ça. Normalement, c'est censé. C'est censé, mais c'est vrai que ça peut rajouter une certaine lourdeur, mais d'où le fait que. Peut-être on va éviter de le faire au premier rendez-vous, en effet. Oui, voilà, oui, c'est clair, mais tu ne peux pas faire flipper non plus, quoi. Voilà, mais je dirais que, tu vois, tu es avec quelqu'un, ça fait 3 mois que tu es avec, parce que les 3 mois, hein, c'est très fragile, c'est très compliqué, c'est une parenthèse, c'est ça passe ou ça casse, les 3 mois. Au bout de 3 mois, tu peux te poser, faire un dîner aux chandelles, ouvrir une bonne bouteille de champagne à consommer avec modération et voilà, te dire, voilà. Et si on posait le cadre de notre relation, et ça peut être très sexy à faire parce que tu peux le faire de manière humoristique, avec un peu de dérision et te marrer toute la soirée en disant « Ah, ben, je ne savais pas que tu pensais comme ça. Ah oui, donc, attends. » Et aborder en effet le pire. Qu'est-ce qui se passe si demain, c'est tout con, mais que la personne qui regarde la vidéo me jette la première pierre de celle ou celui qui n'aurait jamais posé la question de « Et si un jour je deviens moche ou grosse ou je perds l'usage de mes jambes, est-ce que tu vas me quitter ?» On est d'accord? On l'a tous à un moment donné pensé ou verbalisé, mais tous au minimum pensé. Complètement. Donc, tu vois, ça fait partie du cadre. Ouais. C'est partie du cadre. Qu'est-ce qui se passe si demain je change? Bon, après, on peut très bien édulcorer la réponse. Hein. On n'est pas obligé. Je te quitte, évidemment. pour ta sœur jumelle qui sera restée mince. Voilà, c'est ça. Mais justement, aujourd'hui, dans un cadre environnemental, on est dans l'ère du digital où tout va très vite. Est-ce que finalement, la relation aujourd'hui, elle est plus facile qu'avant? Elle est plus difficile? Toi, aujourd'hui, tu en penses quoi de ça? Alors, tu parles de la relation ou de la rencontre? On va parler de la rencontre. Tiens, on va commencer par ça. Est-ce que la rencontre est plus facile aujourd'hui qu'il y a une cinquantaine d'années, tu veux dire? Voilà, exactement. Alors, je ne pense pas qu'elle soit plus facile. Je pense qu'elle est plus large. Je m'explique. Je pense que ça a toujours été très facile de rencontrer dans des bals, au travail, à des soirs anniversaires, dans son village, dans sa ville, à l'école, dans le métro, dans le transport, etc., etc. Parce que, en l'occurrence, les gens avant, comme ils n'avaient pas de téléphone, ils se parlaient.
Oui. Et on connaissait un peu tout le monde, même dans les grandes villes. En tout cas, dans son quartier, on connaissait un peu tout le monde. Et parce que tu connaissais tout le monde, on te présentait du monde, etc., etc. Enfin, voilà, tu étais beaucoup plus ouvert et tu regardais ce qui se passait autour de toi. Donc, ça a toujours été, je pense, facile de se rencontrer. Et c'est pour ça qu'il y avait autant de enfin, qu'il y avait autant de rencontres qui font qu'il y avait des mariages derrière et donc des enfants et qu'on existe aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est toujours aussi facile parce que le digital a remplacé en grande partie, pas totalement heureusement, parce qu'il ne faut pas mettre tous ces œufs dans le même panier, la réalité. Mais le digital a permis autre chose en plus, que je vois moins comme un plus. Il y a du moins dans le digital, mais il y a du plus. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, on dit. Le digital te permet de rencontrer des personnes que tu n'aurais jamais rencontrées si le digital n'avait pas existé. Typiquement, moi, j'habite dans le 92. Si je me mets sur Tinder, je vais peut-être rencontrer un mec qui habite à Montreuil. Dans l'absolu, c'est pas super loin, hein, c'est juste à l'opposé de l'autre côté de Paris. Et qui, lui, a pour passion, je sais pas, le sport, alors que moi, je suis pas du tout sportive. Et qui ne sort que sur la rive droite de Paris, alors que moi, je vais sortir que sur la rive gauche. Il y a très peu de chances qu'on se croise un jour ou l'autre. Très peu de chances. Mais le digital va peut-être permettre ça. Donc, le digital te permet de rencontrer plus. Et dans des sphères très différentes de celles que tu as l'habitude de fréquenter. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Je laisse à chacun. Ça dépend ce qu'on en fait aussi après. Hein, exactement. Parce que pour moi, ça n'est qu'un moyen, ça n'est pas une fin. Le digital permet en effet le premier pas, mais ne fait que le premier pas, c'est-à-dire celui de la rencontre. Bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui, dans la rue, croisent l'homme ou la femme de leur vie, mais n'y vont pas, ou ils font rien, ou finalement, ils rejettent même l'idée que ce soit lui, elle. On peut facilement fuir aussi face à ce qu'on devrait avoir. Bien sûr. Ça fait peur le bonheur hein, et la réussite. Pour ceux qui n'ont pas été élevés là-dedans, dans cette atmosphère ou dans cette croyance, ça fait très peur. Ça fait très, très peur. Et on peut rejeter quelque chose qu'on sait mentalement exceptionnel, mais que comme on n'a jamais vécu, on préfère fuir parce que l'inconnu, de toute façon, c'est toujours pire que ce qu'on connaît, même si ce qu'on connaît, c'est pas génial. Ça, c'est la partie de la nature humaine et des mystères de la nature humaine. La petite zone de confort. Qu'on devrait appeler parfois la zone d'inconfort, en l'occurrence. Parce que la plupart du temps, cette zone de confort, enfin la plupart du temps, souvent, elle est très inconfortable. Et au niveau de la relation. Oui. Alors, là, pour le coup, je parle du début de relation. Hein, on va revenir sur ces 3 premiers mois assez particuliers, parce que c'est les réglages, on apprend, on appréhende, on expérimente, on est un peu sur des œufs. Alors là, pour le coup, si on parle de l'ère digitale et qu'on fait une pseudo-généralité, là, c'est négatif. Parce que pour le coup, le digital te permettant de rencontrer plus et plus facilement, entre guillemets, l'autre devient plus facilement consommable, donc remplaçable. L'autre devient plus facilement un objet d'un catalogue, plein d'autres objets qui sont donc forcément une herbe plus verte ailleurs dès qu'il y aura le petit et moindre grain de sable dans la chaussure de la relation. Et là, le digital, en effet, devient un danger parce que ça devient une tentation infinie et éternelle de recommencement de oui, mais, oui, mais, oui, mais, oui, mais, oui, mais. Et c'est une réalité, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe aujourd'hui et c'est pour ça qu'on se retrouve, par exemple, face à quelque chose qui, je pense, n'existait pas à l'époque de nos grands-parents ou arrière-grands-parents, ou en tout cas de manière très minime, c'est le ghosting. C'est-à-dire que tu discutais avec quelqu'un pendant des semaines, le voir, l'embrasser, machin, etc. Et la personne disparaît du jour au lendemain, plus aucun message, pas d'explication, et la personne te bloque. Ça, il y a 50 ou 100 ans, ça n'existait pas. Ou alors, c'était anecdotique. Aujourd'hui, ça se fait tout le temps. Parce que la personne, derrière l'écran, derrière le machin, avec le téléphone, tu peux bloquer. Tu habites loin, tu n'as pas besoin t'as pas trop de risque de croiser. Tu as finalement ton ex qui est revenu ou sur Tinder, tu as une meuf qui t'a matché et tu n'espérais pas qu'elle te matche, etc. Et l'autre dégage. Voilà, ça a créé ça aussi. Mais non, c'est pas vrai, ça n'a pas créé ça. Je retire. Ça a permis ça. Mais qui fait ça? Qui tu vas taper? Tinder ou le mec qui va ghoster? Tinder a permis. C'est ça. Le mec qui agit ou la nana, on est d'accord? C'est lui ou elle qui est responsable. Quand tu te fais taper dessus par un bâton,
Tu vas en vouloir au bâton ou à la personne qui tient le bâton? C'est pareil. Tinder, c'est le bâton. Disons on nous a donné un bâton à la fois pour se faire masser, on s'enrouler le bâton sur le dos, ça doit être très agréable, et pour se faire battre. Donc, c'est l'utilisateur qui choisit ce qu'il en fait de ce bâton. C'est vrai que d'un autre côté, on peut effectivement disparaître du jour au lendemain, mais il y a aussi cette possibilité dans le cadre d'une relation où on est toujours à vue. Par exemple, on peut être fliqué, on peut aussi faire des stories et du coup, l'autre sait où est-ce qu'on est. Il peut regarder sur notre portable. J'ai l'impression qu'on rentre dans une ère aussi de sorte de transparence. Et je me demande, dans cette ère de transparence, est-ce que le jardin secret, il existe toujours et quel est son intérêt, si oui? Il existera toujours le jardin secret. Il existera toujours, toujours, toujours. Même les gens qui vont voir des psys ont encore un jardin secret. Donc, il existera toujours. Il y aura toujours des choses qu'on ne dira jamais. Toujours. Pour la plupart des gens. Évidemment, il y a peut-être des personnes qui disent tout de chez tout, de chez tout. Mais pour la plupart des gens, il y aura toujours un jardin secret. C'est-à-dire que c'est impossible de dire le fond de nos pensées en permanence à tout, enfin, ou même à une seule personne. C'est très compliqué. Il y a trop de choses qu'on a soit occultées, soit dont on en a trop honte, soit qu'on ne veut pas partager et qu'on a le droit parce que ça fait partie de notre intimité, de notre vie privée. Donc, il y aura toujours un jardin secret. En revanche, oui, on bénéficie ou on subit. Encore une fois, l'événement, il est toujours neutre. Le bâton, il est neutre. C'est toi qui décides ce que tu en fais, la manière dont tu t'en sers. Mais on bénéficie ou on subit d'une surexposition, où en effet, selon comment tu utilises le digital, tout confondu, les réseaux sociaux, les applis, les téléphones, enfin tout, les tablettes, etc., tu peux vite te retrouver complètement regardé à outrance. Et donc, est-ce que la faute incombe à ceux qui regardent ou à ceux qui se montrent? Est-ce que quelqu'un, finalement, qui se montre énormément, c'est pas quelque chose qui lui fait du bien aussi? Parce que, finalement, si tu veux rester à peu près caché, entre guillemets, tu peux. Tu vois, mon conjoint n'a aucun réseau social. Aucun. Et il n'en a jamais eu de sa vie, il n'en aura jamais. Aujourd'hui, je tape son prénom et son nom sur Internet, tu ne le trouves pas. Tu ne trouves même pas la boîte pour laquelle il travaille. C'est rarissime. Amen. C'est rarissime à notre époque. Et il n'a pas 90 ans. Ouais. Tu vois, il a quasiment mon âge. Donc c'est possible. Donc, c'est encore une fois, c'est comment tu l'utilises, ce que tu veux en faire. Et encore une fois, tu n'es pas forcé. Alors, c'est difficile, mais tu n'es pas forcé. Mais les sirènes du digital sont très tentantes. C'est clair. Et justement, dans les sirènes du digital, tu as cité un des sites les plus répandus, on va dire. Alors, on va citer deux autres, comme ça, on dira qu'on ne fait pas de concurrence. Donc, Tinder, Bumble et Mythique. Justement, toi, si jamais demain, tu avais à créer un dispositif de rencontre, est-ce que ce serait un site de rencontre? Ah bah super. Alors, c'est un projet dans un tiroir. Hein. Je ne suis pas du tout en train de le faire. Enfin, si, j'avais commencé à le faire il y a quelques années, mais j'ai à ce moment-là été prise par d'autres projets qui m'ont semblé plus urgents. Mais c'est quelque chose dont j'ai très envie. Moi, aujourd'hui, quand je m'attellerai à ce projet qui me tient vraiment à cœur, je prendrai le meilleur qui, pour moi, des possibilités de rencontres qu'on a aujourd'hui, des rencontres aidées, hein, parce que rencontrer dans la rue, personne n'a besoin de moi pour ça. Je prendrai le meilleur de l'agence matrimoniale, c'est-à-dire le côté hyper personnalisé, accompagné, guidé, conseillé, sans le côté ringard, vieillot, démodé, etc. Pour faire général, hein, évidemment. Les pauvres. Les pauvres. Ah, j'en entends quand même pas que du bien. Hein. Tu sais, j'ai quand même eu pas mal de clients qui étaient un peu désabusés. Et il y en a certainement qui travaillent très très bien, mais pour certaines, on n'est pas loin de la vérité, je te cache pas. Et je prendrai également le meilleur des applications de rencontres ou des sites de rencontres, c'est-à-dire le côté accéder à des personnes et à des profils auxquels tu n'accéderais pas. Avec plus de facilité pour pouvoir justement sortir de ta zone de confort et rencontrer des catégories socio-professionnelles qui ne font pas partie de ton environnement habituel. Et je laisserai tomber le côté usine et consommation. Voilà, je veux prendre le meilleur des deux et créer quelque chose avec ce mix. Ça nous fera l'opportunité de refaire un échange. Des projets comme ça, j'en ai 1000. Mais après, comme tout le monde, j'ai des journées qui font 24 heures. Voilà, il faut le temps. Je n'ai pas encore trouvé le truc. Non, par contre, ce que je mets en place, moi,
En ce moment, c'est une offre exclusivement dédiée aux femmes, pour le coup. Elle Trouver l'amour avec Lucie. Et c'est un programme d'accompagnement sur 7 semaines que j'ai complètement pensé de bout en bout, dans lesquels il y aura une communauté de partage, il y aura des lives avec moi, il y aura des exercices, des coachings, enfin voilà, plein de choses en 7 étapes sur 7 semaines, dans le but que la personne, évidemment, soit dans l'amour d'elle-même pour rencontrer quelqu'un avec des choses très psy, des choses très coaching, des choses très intérieures et des choses beaucoup plus pratico-pratiques du type, en l'occurrence, comment rencontrer sur les applis de rencontre, comment séduire son collègue, comment se sentir bien dans son corps, etc., etc. Ça va sortir incessamment sous peu. Ouais, je pense que ça va être très, très pratique. Surtout le comment séduire son collègue. Ça va vraiment. Parce que là, c'est bon, là. C'est réglé. Ouais. En tout cas, je prends beaucoup de plaisir à créer ça. Beaucoup, beaucoup. Et puis, c'était quelque chose dont j'avais très envie de bosser avec l'énergie féminine. C'est pas une façon d'exclure les hommes du tout. Hein. C'est vraiment, je suis une envie et une intuition forte. La sororité, c'est quelque chose qui m'a manqué. Non, mais ça va, on ne se sent pas exclu du Ça tout. va. Alors, de toute façon, un jour, je ferai la même chose pour les hommes. Et puis, voilà qui est bon. Voilà qui est bon. Et comme ça, je mettrai en face mes groupes de femmes et mes groupes d'hommes. Ça va faire un battle homme-femme. De toute façon, j'ai aussi pour projet dans ce projet de faire un groupe dans lequel ces femmes, justement, pourront se présenter leurs copains, leurs frères, leurs collègues. Elles font de l'entremise entre elles. Joignons l'utile à l'agréable. Ah oui, d'accord. Donc, c'est quand même assez… Ça va être complet. Ça va être très complet. OK. Pour revenir aux sites de rencontres, justement, qui parfois font pas mal de dégâts, je voulais savoir, et justement, il y a aujourd'hui des gens qui ont une expression que tu connais très bien, le cœur brisé. Et moi, par exemple, j'ai un ami là qui va pas très bien depuis 1 an et demi. Il est resté bloqué sur une copine qu'il a eue. On est d'accord que tu n'es pas en train de me faire le coup de tu me parles de toi en parlant d'un ami. non. Mais ça pourrait aussi être moi. Mais bon, non. Là, par chance, c'est pas toi. Malheureusement, c'est ton ami. En l'occurrence, là, c'est pas moi. Sinon, je pense que je serais comme ça. Donc, il est bloqué depuis 1 an et demi. Voilà, il est mal depuis 1 an et demi. Et le truc, c'est que tous les proches, on sait que c'est parce qu'il a le cœur brisé. Donc, la question que j'aimerais te poser, moi, aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent aussi, c'est comment réparer un cœur brisé? C'est comme si tu me demandais comment savoir ce qu'il y a après la mort. C'est une réponse impossible parce qu'il y a 1000 réponses possibles. Je pourrais te dire, c'est le paradis, la réincarnation, rien, les vers de terre dans le cercueil, je ne sais pas. Ça dépend évidemment de la raison pour laquelle ce cœur est brisé, comment il a été brisé, par qui, dans quel contexte, et surtout quel cœur a été brisé, c'est-à-dire comment battait le cœur de ton ami à la base. Donc, je vais te poser juste quelques petites questions pour essayer de préciser quand même un peu le profil et la situation. Ouais. Et après, comme ça, je te réponds. Ça te va? Allons-y. Okay. Donc, il a été quitté il y a 1 an et demi par quelqu'un, c'est ça? C'est ça. D'accord. C'est une rupture qui n'était pas du tout d'un commun accord, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est arrivé à l'insu de son plein gré, comme on dit. Exactement. Lui, il aurait aimé que les choses continuent. D'accord. Est-ce que c'est une rupture qui a été soudaine ou expliquée, qui a pris son temps? Tu vois, ça a été quel type de rupture? Est-ce que c'est une rupture du style pendant 6 mois, la nana ou le mec lui a dit, tu sais, ça va pas, je vais partir, etc., etc. Et il ou elle a fini par partir? Ou est-ce que c'est une rupture du jour au lendemain, je te quitte, je t'aime plus, ou sans aucune explication, je te quitte, ou je suis partie pour un ou une autre? Alors, il y avait pas mal de scandales qui rythmaient leur relation. Et un jour, elle a dit, c'est bon, j'arrête. Et puis voilà. Donc, c'était un couple drama. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, tous les deux, ils étaient dans un couple assez conflictuel, c'est ça? Assez explosif. Oui, bien sûr. Et un jour, elle s'est lassée de ces drames. Alors, je ne sais pas si elle s'est lassée parce qu'elle était quand même pas mal à la source d'eux. Donc, mais bon, lui, il aime bien quand ça pétille, on va dire. Du coup, forcément, ils allaient bien ensemble là-dessus. Mais il y a un moment donné où elle a décidé de plus donner suite. Mais par contre, a continué à le contacter. C'était ma deuxième question. Est-ce que la rupture, finalement, a été claire, nette? C'est-à-dire, je n'ai plus envie d'être avec toi pour mes raisons, et je te les explique ou pas, je fais ce que je veux, et on arrête, ou est-ce que la personne continue un peu à lancer… non, elle a toujours alimenté. Un truc comme ça. Bon. Non, elle a continué à alimenter un minimum un truc. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui, ou est-ce que ça s'est arrêté, ces contacts? C'est plus le cas aujourd'hui. D'accord. Et c'est plus le cas depuis combien de temps?
on va dire depuis entre 3 et 6 mois. Donc, très peu de temps. Donc là, tu vois, c'est pas déconnant que ton copain, ça fasse 1 an et demi qu'il ait le cœur brisé parce qu'on sait qu'il faut non seulement du temps pour se remettre d'une relation tout court, mais encore plus si cette relation, il y a l'inertie des contacts qui continuent, parce que tant que la personne reste dans un coin de ta vie et dans un coin de ton cœur et dans un coin de ton œil, puisqu'elle est accessible via ça, en l'occurrence, Exactement. digital, encore une fois, eh ben, tu ne peux pas entamer ton deuil. En fait, tant que la personne que tu aimes et que tu désires et que tu veux et avec laquelle tu veux être, eh ben, elle est en contact avec toi, tu nourris un espoir. Donc, son deuil, à ton ami, il a commencé entre 3 et 6 mois. Et donc, c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, ce soit encore difficile et qu'ils soient encore dans un chagrin d'amour. Ensuite, troisième question, tu m'as parlé d'un blocage. Il est bloqué à quel niveau? C'est-à-dire, il est bloqué dans le sens, il pense à elle, il veut aucune autre femme, il pense que c'est la femme de sa vie et il veut pas s'en remettre, ou ça va, il s'est un peu remis, le deuil n'a pas vraiment commencé, ou en tout cas, il est mal entamé, mais il s'en est un peu remis, mais il n'est pas encore prêt pour une rencontre. Il est bloqué comment? Alors, il est bloqué de la manière où il essaye d'entamer des relations, mais il n'a pas la bonne attitude, il n'est pas forcément accessible, et derrière, ça se finit toujours de la même façon au bout de quelques semaines. Il n'est pas accessible, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il ne montre pas qu'il est vraiment ouvert, qu'il est vraiment prêt à mettre en place des projets, qu'il est vraiment prêt Il ne le montre pas ou il ne l'est pas? Moi, je considère qu'il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Donc, en fait, il ne l'est pas. C'est-à-dire qu'en fait, là, aujourd'hui, ton ami, si je devais lui donner un conseil, entre guillemets, tu sais qu'en tant que coach, on ne donne pas de conseils, mais on se comprend, là, dans ce contexte, c'est particulier. C'est arrête les rencontres. Arrête les rencontres. Fais marche arrière. Remets-toi dans ta place de stationnement. Arrête-toi 5 minutes sur ta situation. Coupe, en effet, toute communication avec cette personne, parce qu'il semblerait qu'il y a 3-6 mois, elle a arrêté. Mais du coup, encore une fois, c'est elle qui a arrêté, donc c'est elle qui est en puissance et qui est en pouvoir. Il faudrait que lui aussi prenne la décision d'arrêter, c'est-à-dire qu'il pourrait décider de la bloquer, de ne plus regarder les réseaux sociaux, il pourrait décider de jeter toutes les choses qui lui font penser à elle chez lui. Tu vois, il pourrait reprendre le pouvoir en étant non plus dans « je suis bien un choix », mais je suis à la source et à l'initiative de ce choix, déjà, première chose. Ensuite, il va falloir que ton pote il passe du temps à panser ses plaies, à lécher ses plaies comme le fait un animal quand il a été blessé. Observe un chat qui s'est battu, ensuite il va passer 2-3 jours à lécher un peu sa patte et il va en attendant se reposer, arrêter un petit peu ses activités habituelles, il va dormir plus que d'habitude. Ton pote c'est pareil, il va falloir l'entourer, il va falloir lui donner de l'affection, il va falloir qu'il mange un peu plus de chocolat, il va falloir qu'il aille voir des films drôles, il va falloir qu'il accepte de pleurer un bon coup dans son lit le soir. Enfin voilà, qui pense littéralement ses plaies. Et quand il aura fait ce deuil, quand il aura tout sorti, sa colère, son déni, sa dépression, sa négociation, son refus, son machin, et qu'il sera dans l'acceptation, qui sera réparé, là, il pourra rencontrer de nouveau. En fait, ton pote, il a mis la charrue avant les bœufs. Il a cherché à se changer les idées avec d'autres femmes, alors que le deuil n'est pas encore fait. Alors ça, c'est ce que l'ego nous pousse à faire, et c'est ce qu'on nous fait croire de ça aide. Alors ça va aider l'ego, et si on le fait intelligemment et un tout petit peu, ça peut aider un peu l'ego et ça peut aider à remonter un peu la pente. Mais si on le fait trop et qu'on le fait mal, ça brise l'estime de soi et ça abîme encore plus le cœur. Donc, du temps et du repos. Du temps. Mais du coup, est-ce qu'on est obligé de s'aimer soi-même suffisamment pour bien aimer l'autre? Oui et non. Tu vas dire que vraiment, je suis réponse de Normand. Non, mais justement, c'est parce que c'est des questions qui ne sont pas simples, donc c'est pour ça que je te le dis. Alors, non, parce qu'en fait, on s'aime. Tout le monde s'aime. On est né dans l'amour et on mourra dans l'amour. On est aimé par l'amour et par la vie. C'est une croyance personnelle, mais je crois que ma croyance personnelle est pas trop déconnante et pas trop loin d'une vérité que tentent d'ailleurs à prouver pas mal de scientifiques d'ailleurs qui prouvent que les énergies de la matière, les fréquences vibratoires, etc. ont une réelle réalité. Et si tu veux, ce qui fait qu'on croit qu'on ne s'aime pas, c'est qu'on a perdu le contact avec cet amour originel duquel on est issu, dans lequel on baigne toute notre vie. C'est-à-dire que les expériences que l'on a vécues, et notamment les expériences d'ego ou les expériences de blessures, de traumatismes, de déception, de trahison, etc.,
nous donne la fausse impression que l'on n'a pas d'estime de soi, que l'on ne s'aime pas ou qu'on n'est pas aimé ou qu'on n'est pas valable ou qu'on n'a pas de valeur, ce qui est faux. C'est juste qu'on a perdu le contact. Ça existe, mais on a perdu le contact. C'est-à-dire que toi, demain, si tu as vécu toute ta vie au bord de la mer et que d'un seul coup, tu vas vivre au centre d'un pays où il n'y a pas d'eau, tu vas me dire, putain, je vis sans l'eau, c'est horrible. Ben, si, c'est juste que tu la vois pas, mais elle existe en fait. C'est pas parce que tu la vois pas qu'elle n'existe pas. Donc c'est une question de finalement de contact avec l'amour originel. Donc on peut aimer sans sentir que l'on s'aime, puisque l'on s'aime. Mais on n'aimera pas correctement, on n'aimera pas de manière fonctionnelle, on aimera souvent de manière thérapeutique, c'est-à-dire que on aimera ou on fera semblant de donner une forme d'amour, en tout cas d'attention, pour en recevoir. Donc oui et non. Justement, en termes d'amour, comment est-ce qu'on fait lorsque l'amour part? Comment est-ce qu'on fait pour raviver la flamme au sein d'une relation? Dans un couple, donc. Oui, dans un couple. Ben déjà, il faudrait que ça parte pas. C'est-à-dire que, en fait, l'amour, il s'en va pas. Hein. C'est-à-dire que l'amour, lui, il est permanent et il est assez stable. C'est la qualité d'amour ou le contact avec l'amour qui fluctue. Lui, il fluctue véritablement, c'est-à-dire le contact avec cet amour, on le perd, on le retrouve, on le perd, on le retrouve. Parce qu'en fonction des agissements de l'autre, de notre bien-être, des contextes et des écueils que l'on traverse dans la vie, on perd le contact. Un peu comme avec le réseau du téléphone. Quand tu es sous un tunnel, le réseau, il existe toujours, sauf que tu ne peux plus le contacter. Donc, tu perds le contact avec l'autre. Ben, c'est exactement pareil avec quelqu'un. Parfois, tu perds le contact avec l'amour que tu ressens pour l'autre ou l'autre perd le contact avec l'amour qu'il ressent pour toi. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne ressent plus d'amour. Sauf si vraiment tu le ressens dans ton corps, je n'ai plus d'amour et ça dure et ça ne revient pas. Là, en effet, on est en droit de se poser d'autres questions. Mais entretenir la qualité de l'amour et le contact avec l'amour, c'est encore une fois une discipline et une gymnastique, une hygiène de vie. De la même manière que tu te lèves tous les jours et que tu vas manger et que tu vas boire un verre d'eau pour redonner de l'énergie à ton corps, ben c'est exactement la même chose que tu vas faire avec ta relation de couple et ta relation amoureuse. C'est-à-dire que tu vas la ressourcer et la réalimenter et la réénergiser avec 1000 manières à ta disposition. Ça peut être une parole gentille, ça peut être un compromis, ça peut être un pardon, ça peut être un cadeau, ça peut être une attention, ça peut être un sourire, ça peut être une caresse, ça peut être un rapport sexuel, ça peut être une balade, ça peut être une sortie, ça peut être 1000 choses. Justement, est-ce que toi, tu aurais aujourd'hui 5 règles à suivre pour une bonne hygiène de couple? Oui. Alors, la première, alors je ne sais pas, j'en ai 5, mais si tu en as 15. Le plus possible, mais la première chose à faire pour moi, pour une bonne hygiène de couple, c'est être conscient que l'autre est soi-même. On se rencontre à un instant T, mais que cet instant T, il n'est valable qu'à l'instant T. Et que donc, dans 3 mois, 6 mois, 10 ans, on ne sera plus cette personne qu'on était au moment de la rencontre. Et qu'il faut donc régulièrement se re-rencontrer. Se re-rencontrer, ça veut dire pouvoir évoluer ensemble et refaire un pacte commun de cadre relationnel. Regarde, moi, par exemple, je suis avec mon conjoint depuis plusieurs années. Quand on s'est rencontrés, on était une version de nous-mêmes. Aujourd'hui, on n'est plus cette version de nous-mêmes. Et bien, régulièrement, on prend le temps de communiquer sur qui on est, nos envies, nos limites, notre évolution personnelle, nos choix, nos amours, nos désamours, nos illusions, nos désillusions, etc., etc., parce que ça nous permet de continuer à avancer conjointement. Sinon, au bout d'un moment, ben, ça fait ça. Ça, c'est une des premières règles. La deuxième règle, c'est de ne jamais, jamais, jamais penser que l'autre est acquis. C'est une énorme erreur. C'est-à-dire que si tu penses que l'autre est acquis ou que toi, tu es acquise ou acquis, pour toi qui est un homme, c'est cuit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu fais ça, tu perds complètement la motivation puisqu'il n'y a plus d'enjeu. Et s'il n'y a plus d'enjeu, il n'y a plus d'effort. Donc, il n'y a plus d'attention, il n'y a plus de discipline, il n'y a plus de gymnastique, il n'y a plus de compromis, etc., etc. Donc, vraiment se dire que l'amour, c'est pas quelque chose d'acquis, c'est pas un automatisme, c'est pas une possession, c'est quelque chose qui, de la même manière que ça s'est ouvert un jour et que c'est venu à toi un jour, ça peut repartir. Pourquoi? J'en sais rien. Mais ça peut repartir, cet amour. Il y a peu de chances que ça parte si tu l'entretiens véritablement. Après, encore une fois, l'amour, comme c'est inconditionnel, ça peut partir parce que ça part. C'est tout. C'est un cycle. Les planètes sont plus alignées à ce moment-là. La troisième chose que je pourrais dire,
C'est qu'en effet, de la même manière qu'il ne faut pas croire que c'est acquis, il ne faut pas croire que l'amour suffit. C'est ce que je disais tout à l'heure. L'amour, c'est une part fondamentale de la relation amoureuse, mais c'est 50% ou 51%, si tu préfères. Les 49 autres, c'est la qualité de la relation amoureuse. Si tu n'as pas de qualité de relation amoureuse, c'est pareil. Tu as beau aimer, tu peux être malheureux. Et quand tu es malheureux, d'un moment, même si tu aimes, tu finis par partir. En tout cas, si tu te respectes et que tu t'aimes, tu finis par partir. Donc, faire attention, en effet, à ton comportement dans la relation amoureuse et te comporter comme quelqu'un, justement, d'aimant et de bienveillant. Et ne pas laisser l'autre se comporter autrement que comme quelqu'un d'aimant et de bienveillant. Entretenir le désir sexuel, c'est très important. Alors, on dit souvent que c'est le ciment du couple. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit le ciment du couple, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est inhérent au couple. Parce que tu ne couches pas avec tes collègues, tu ne couches pas avec ta famille, tu ne couches pas avec tes amis. C'est quand même la seule relation humaine, si tu y réfléchis, dans laquelle tu as un rapport sexuel, donc un rapport intime. Ça, c'est quelque chose dont il faut évidemment prendre soin. Et en prendre soin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, il y aura des périodes sans et c'est pas grave, mais que si ça commence à durer, il ne faut pas oublier que l'appétit vient en mangeant et que si tu fais rien, ça va pas revenir spontanément parce que ça tombe pas du ciel. Et qu'en effet, il va falloir à un moment donné réapprendre à toucher le corps de l'autre, à regagner en sensualité, en regagner en affection, etc., etc. Il ne faut pas forcer évidemment un rapport sexuel, évidemment pas, mais on peut quand même faire l'effort du tactile, de l'affection et de la sensualité. Et puis le cinquième, alors comme j'en ai plus qu'un, il faut bien que je choisisse. Tiens, 19h19, c'est une heure miroir, ça veut dire qu'un ange nous visite, un guide. Il ne faut pas attendre de l'autre qu'il nous traite différemment de la manière dont on nous traite. Je m'explique. Il y a beaucoup de couples quand même aujourd'hui qui sont des couples assez thérapeutiques. C'est-à-dire où on attend de l'autre de nous aimer parce qu'on ne s'aime pas, de prendre soin de nous parce qu'on ne sait pas le faire, de faire à notre... Enfin, tu vois. Je suis d'accord. Je pense que tout le monde comprend ce que je veux dire. Eh bien, ça, il faut arrêter. Il faut, tu vois, tu ne peux pas demander à ton mec ou à ta nana de te traiter mieux que tu ne te traites toi-même. Donc, ce qu'il faut faire plutôt que d'arrêter d'attendre, il faut augmenter la manière dont tu te traites toi. Il faut l'améliorer, il faut la faire évoluer. Si tu veux que ton mec soit présent, à l'écoute, doux, gentil, bienveillant, tolérant, qu'est-ce qu'il faut faire? Être gentil, tolérant, doux, tout ça. Avec toi-même. Voilà mon dernier conseil. Oh, c'est bien ça. Parce que là, on a beaucoup parlé d'amour, mais j'aimerais savoir s'il y avait un choix à faire, quel choix tu ferais? Et s'il y avait un choix à faire, quel choix tu ferais entre l'amour et le bonheur? L'amour. L'amour. Parce que le bonheur, c'est quelque chose que tu peux obtenir par ton travail, par ton appréhension de la vie, par ta gymnastique, par tes croyances et par tes actions. L'amour, non. L'amour, c'est quelque chose d'assez inexplicable qui ne t'appartient pas, dans lequel tu baignes, mais qui ne t'appartient pas. Ce n'est pas quelque chose que tu décroches, pas une timbale que tu vas décrocher. Donc l'amour, sans hésitation. Est-ce que tu aurais un mot à dire pour les personnes célibataires? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup parlé d'eux. On n'est pas gentil du tout. On n'est pas sympa. Eh bien, je les invite à rester célibataires si elles sont heureuses comme ça. Déjà, c'est la première chose. Stop la pression sociale, stop les croyances et les idées reçues et les automatismes. Le célibat est une chose exceptionnelle, formidable, source de beaucoup d'apprentissage et de développement personnel, en l'occurrence, l'occasion de grands accomplissements et de grands projets personnels dans sa vie, si c'est quelque chose d'assumé et de bien vécu et d'heureux. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, on ne peut pas avoir le blues quand on est célibataire, mais comme on peut avoir le blues quand on est en couple d'ailleurs, mais si on est OK avec le célibat, il faut rester célibataire et absolument pas courir après la relation amoureuse parce que des croyances de Walt Disney ou de famille seraient qu'il n'y a que le couple. C'est faux. Le célèbre écrivain Milan Kundera disait « Un amour excessif est un amour coupable ». C'est pas dans la Belle du Seigneur, ça? Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, redis-moi, un amour excessif est un amour. C'est marrant parce que je l'ai relu il n'y a pas longtemps, cette citation, mais tu vois, elle me reste jamais en tête. Si, quand même, tu as quand même un résidu. Un amour excessif est un amour coupable. Tout ce qui est excessif est coupable. Mais malgré tout, je déteste cette citation. En fait,
Le problème de ce genre de citation, c'est que comme c'est une citation, c'est pas expliqué, c'est pas argumenté dans le texte, il n'y a pas de développement derrière. C'est une punchline. Et je voudrais pas que les gens pensent qu'on pourrait aimer trop. C'est pas vrai. On peut pas aimer trop, mais on peut aimer mal. Et l'excessivité, c'est mal parce que c'est un déséquilibre en effet. Quand c'est trop, c'est que c'est plus de l'amour évitable, c'est de la possession, c'est de la prédation, c'est de la. Tu vois, il y a quelque chose d'oppressant et de liberticide. Donc, un amour excessif, en effet, il est coupable parce qu'il y a quelque chose derrière qui n'est pas sain et qui n'est pas équilibré. Mais j'aime pas du tout cette citation. C'est très bien que tu l'aies sortie parce que je la déteste. Tu vois, et ben voilà, donc on parle d'amour, mais on parle aussi parfois des choses que l'on n'aime pas, et ça fait du bien quand même. Mais tu sais, en plus, la frontière entre l'amour et la haine, il n'y a qu'un pas, il n'y a même pas un pas dans le cerveau. Hein. Si tu fais une IRM d'un cerveau humain, l'amour et la haine, c'est le même endroit qui s'illumine au niveau cérébral. Donc, c'est dingue. Même endroit, il ne faut pas l'oublier. Hein. C'est dingue. Merci Lucie, merci pour cet échange, d'avoir participé à ce Café Échange, c'était vraiment super. On a vraiment pu parler d'amour, de relations. Je pense que tous ceux qui se posaient des questions par rapport à l'infidélité et par rapport à tout ce qu'on a pu poser aujourd'hui, ils ont leurs petites réponses. Donc voilà, après à chacun d'aller voir, d'expérimenter en vrai et de donner une chance à l'amour, le vrai. En tout cas, n'hésite pas, si tu sors un nouveau livre, c'est avec plaisir qu'on l'accueillera ici et puis qu'on reprendra cette discussion là où elle s'arrête aujourd'hui. Ça, c'est dans YouTube, en revanche. Non, merci vraiment pour ce temps de partage, c'était très agréable. Ouais, de même pour ces réponses. Après, à chacun de prendre ce qu'il a à prendre et j'espère enrichir le maximum de personnes à travers tous ces petits échanges que j'ai avec des gens. D'ailleurs, si tu permets, si j'ai l'occasion, je voudrais rajouter en effet que rien de ce que je dis n'est vrai, rien de ce que je dis est faux. C'est très important pour moi que les gens gardent leur vérité. C'est-à-dire que les gens, je les invite à faire preuve de discernement et à être d'accord ou pas d'accord en fonction de ce qu'ils ressentent. Voilà. Non, mais c'est clair, gardez votre libre arbitre, pas parce que c'est Lucie ou Claude qui le disent que voilà. Exactement. Et ça, c'est vrai pour tout et pour tout le monde. Puis donnez-vous la possibilité aussi de réfléchir parce que c'est vraiment un exercice qui fait du bien et lorsqu'on applique ce qu'on pense vraiment et qu'on est vraiment sûr et certain, lorsqu'on est aligné, c'est là où finalement on vit vraiment une expérience de vie qui est super intéressante. Je suis entièrement d'accord. Je te dis merci. Lucie, et puis j'espère que la suite sera aussi top que ce qui se passe en ce moment et que tes énergies resteront hautes jusqu'au bout. Quoi. Merci beaucoup. À bientôt, merci à toi. Merci à toi d'avoir été présent pour ce Café Échange. Abonne-toi, laisse un petit pouce bleu, partage. N'hésite pas surtout à transmettre, il y a plein de gens à qui ça pourrait être utile d'avoir accès à ce moment, d'avoir accès à l'échange qu'on vient juste d'avoir. Donc voilà, tu peux aussi participer à ta façon en transmettant au maximum de personnes. Ça nous aidera et ça aidera forcément tes proches aussi. Donc à bientôt pour de futurs échanges. Bye.